L'Assemblée législative nouvellement élue siège toujours au manège des Tuileries. Elle compte 745 députés, dont aucun n'est un député sortant. Tous sont de nouveaux élus, sans expérience, mais parfois pleins d'idées comme on va le voir. 264 de ces députés sont issus du Club des Feuillants, lequel est une scission qui a été opérée en 1790 du Club des Jacobins. Les Feuillants considèrent que la Révolution est terminée maintenant qu'on a obtenu une constitution. Sieyès, qui n'est plus député, Lafayette et Talleyrand font partie de ce club. À l'opposé, les Jacobins considèrent que la Révolution doit continuer. Ils ne sont que 136 députés, mais fort actifs. Et comme beaucoup sont originaires de la région de Bordeaux, on les appelle les Girondins. Et entre les deux, il y a ce qu'on appellera bientôt la Plaine ou le Marais, les députés indépendants, constitutionnels. Ils sont 345. Et quelle que soit la volonté des uns et des autres, la Révolution aura du mal à s'arrêter. Comme le fait remarquer Edmund Burke dans un livre paru dès 1790, elle a commencé par l'usurpation de tous les mandats, le mépris de tous les anciens principes. Elle continuera dans la terreur et la violence et devra finir par le sabre. Et néanmoins, les élections ont montré que le peuple, lui, considère que la Révolution est finie. Elle va donc continuer comme elle a commencé, contre sa volonté. La gauche, qu'on appelle les Girondins, ne compte que 136 députés, mais ceux-ci ont des chefs ardents, Brissot ou le marquis de Condorcet. Et les Brissotins dénoncent sans relâche les ministres du roi. Ceux-ci, il faut le noter, ne sont pas responsables devant l'Assemblée, qu'on appelle officiellement le corps législatif. Et puis ils réclament des mesures contre les prêtres réfractaires et contre les émigrés, ce qui permet d'accuser incidemment le roi de collusion avec les puissances étrangères. Et les Brissotins souhaitent la guerre. La guerre permettrait de galvaniser les énergies révolutionnaires et de soulever tous les peuples d'Europe contre leur souverain légitime. Et la guerre a un intérêt subsidiaire, c'est qu'en temps de guerre, il n'y a plus d'opposants, il y a des traîtres. Mais en face, les conseillers du roi considèrent eux aussi que la guerre serait une bonne chose. Le roi est le chef des armées, il considère que la guerre restaurerait de la discipline dans ses armées, et aussi, en cas de victoire, rendrait du prestige au roi, dont il a bien besoin. Et parmi ceux qui conseillent la guerre, il y a notamment Dumouriez, qui depuis mars 1792 est ministre de la guerre. Et ainsi, le 20 avril 1792, l'Assemblée approuva par acclamation la déclaration de guerre à l'empereur du Saint-Empire. Il s'agit de François II qui vient tout juste d'accéder au trône après la mort de Léopold II. Mais comme le mot empereur est malsonnant, on l'appelle le roi de Bohême et de Hongrie. Il faut noter que c'est l'Assemblée qui a le pouvoir de déclarer la guerre et non pas le roi. Mais les armées françaises subissent des défaites humiliantes en Belgique, les Pays-Bas autrichiens à l'époque, notamment les combats de Kievrin et de Marquin. C'est bien malheureux, mais pas pour tout le monde, car les Brissotins aussitôt crient à la trahison. Et ils font aussitôt voter la déportation des prêtres réfractaires, qui sont bien entendu responsables des défaites en Belgique, la dissolution de la garde constitutionnelle du roi, qui, il faut le noter, était toujours resté fidèle au roi, au contraire des gardes suisses, qui sont restés l'arme au pied depuis le début. Le roi est ainsi sans défense, et les Brissotins font également voter la concentration à Paris de 20 000 gardes nationaux. Le roi ne peut pas empêcher ces décrets de l'Assemblée, mais il peut leur opposer un veto suspensif, et c'est ce qu'il fait. Si bien que le 20 juin 1792, une foule de 20 000 personnes entra dans les Tuileries. Pas seulement pour admirer la décoration, et le roi se trouve acculé à une fenêtre au milieu de cette foule vociférante, qui lui fait coiffer le bonnet rouge. Mais Louis XVI n'y mesure 1,93 m, et c'est un homme plein de sang-froid, on le qualifie toujours de faible. Et en réalité, par sa fermeté et son sang-froid, il impressionne tellement cette foule qu'elle se retire en silence. On peut remarquer au passage la similitude de cette scène avec celle qui a eu lieu sous Jean de Lebon, quand le dauphin, le futur Charles V, s'est lui aussi fait coiffer d'un bonnet rouge par Étienne Marcel, prévôt des marchands de Paris. L'affaire est donc manquée, mais les révolutionnaires vont exploiter le fameux manifeste attribué au duc de Brunswick. Le duc de Brunswick, c'est un prince qui commande les armées combinées de l'empereur du Saint-Empire, l'Autriche, et de la Prusse. C'est une longue histoire, ce manifeste de Brunswick est en réalité une manipulation. Toujours est-il qu'il menace Paris d'une exécution militaire au cas où il serait porté atteinte à la famille royale. Les Brissotins brandissent ce document, plus ou moins authentique, et proclament la patrie en danger. Et un afflux de volontaires se présente pour défendre cette patrie. Et ceux qui viennent de Marseille chantent un chant qui s'appelle le chant de marche de l'armée du Rhin, composé par Roger de Lille, qui prendra donc le nom de Marseillaise. Et le 10 août 1792, au son du tocsin et des tambours, les sectionnaires établissent une nouvelle commune insurrectionnelle de Paris. On répète un peu les événements du 14 juillet 1789. Le roi est menacé, il se réfugie avec sa famille auprès de l'Assemblée. Et c'est à ce moment-là que les Suisses furent massacrés en défendant un palais vide.
C'est bien triste pour eux, mais il faut rappeler que les Suisses avaient refusé d'intervenir le 14 juillet 1789 et qu'on n'en parle jamais parce qu'ils étaient restés tout simplement l'arme au pied depuis le début des événements au lieu de défendre le roi. C'est ce qu'ils font aujourd'hui, mais un peu tard. Le roi se réfugie donc auprès de l'Assemblée qui, n'écoutant que son courage, suspend ses pouvoirs et peu après le livre à la commune insurrectionnelle. Et l'Assemblée législative décida qu'on allait élire une nouvelle Assemblée qu'on appellerait la Convention nationale et qui serait chargée d'établir une nouvelle constitution. Et la commune de Paris enferma le roi et sa famille dans l'enclos du Temple. Par ailleurs, elle fit arrêter de nombreux suspects. Suspects de quoi? Si vous vous le demandez, c'est que vous-même vous êtes déjà un peu suspect. Maintenant qu'il n'y a plus de roi, qui va gouverner? Bien, l'Assemblée désigna un comité de 6 membres, avec Danton à la justice. Puis l'Assemblée confisqua et mit en vente les biens des émigrés. Ils ne seront donc pas perdus pour tout le monde. Et elle fit déporter les prêtres réfractaires en Guyane où sévit la fièvre jaune, ce qui revient à peu près à une condamnation à mort. Enfin, elle laïcisa l'état civil qui cessa d'être tenu par les paroisses pour l'être par les communes et d'autres mesures du même style. Mais la guerre, déclarée avec enthousiasme par l'Assemblée législative, n'a pas pris fin pour autant. Et le duc de Brunswick est entré en France à la tête des armées autrichiennes et prussiennes le 19 août 1792. Et ce sont les généraux Dumouriez et Kellermann qui vont l'affronter à Valmy en Champagne le 20 septembre 1792. Cette armée se compose de volontaires, mais essentiellement c'est l'armée royale. Les volontaires ont un rôle d'appoint, ils ont une valeur militaire extrêmement faible. Et cette armée, c'est le roi qui la commandait, qui l'avait organisée. Si bien que les armées prussiennes et autrichiennes se trouvèrent face à un puissant barrage d'artillerie. Et Brunswick décida donc de retirer ses troupes, qui d'ailleurs étaient épuisées par leur séjour en France, où l'approvisionnement leur manquait, où elles étaient minées par des maladies. Si bien que la bataille n'eut pas lieu. Il y a beaucoup d'interprétations à cette bataille qui n'existe pas. En réalité, ce qu'on peut dire, c'est que les souverains étrangers, probablement, croyaient que Louis XVI espérait leur intervention, sur la foi de correspondance d'émigrés, et aussi de celle de Madame Élisabeth ou de la reine Marie-Antoinette. Et à Valmy, ils se sont rendus compte qu'il n'en était rien, que le roi n'espérait pas du tout être sauvé par les armées étrangères. Cette bataille de Valmy n'en eut pas moins un immense retentissement, et Goethe, qui y était présent, déclara « D'ici et de ce jour commence une ère nouvelle dans l'histoire du monde ». C'est toujours très beau ce qui est nouveau, mais est-ce que c'est vraiment toujours mieux que s'il y avait avant ?